Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. La fraude informatique et téléphonique de plus en plus importante et l'impact de la hausse du prix du logement sur les aînés, ce sont nos deux sujets de ce soir à vue d'ici. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous l'avez certainement vu la semaine dernière dans l'actualité, quelques personnalités publiques ont été victimes de fraude par téléphone. Ça peut démontrer beaucoup de créativité chez les fraudeurs. Peut-on se protéger? Bien, peut-être. Pour répondre à quelques questions et avoir quelques trucs, on reçoit Simon Marchand. Vous êtes consultant indépendant en prévention de la fraude. Bonsoir, bienvenue. Merci d'accepter notre invitation. Et c'est à propos, je le disais, l'actualité des personnes publiques qu'on pourrait penser qu'on ne se fait pas prendre, mais ils se sont fait prendre. Ouais. Personne n'est à l'abri. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans le cas particulièrement du député Vincent Marissal. Oui, bien, ce qui s'est passé dans ces cas-là, c'est des cas de fraude qu'on voit quand même beaucoup déjà. Là. Le fait que ce soit des personnalités publiques, ça a juste mis en lumière quelque chose qui, on le sait, se passe depuis très longtemps puis qui frappe des centaines, voire des milliers de personnes. Mais essentiellement, c'est ce qu'on appelle la fraude aux faux représentants. Oui. Donc, il reçoit un appel de quelqu'un qui se présente comme un agent de la fraude de son institution bancaire, l'avise que pour valider son identité, il va devoir lui envoyer un code par texto. Et évidemment, on est un peu anxieux, on est un peu stressé, on réfléchit pas trop. On vient d'être fraudé, là. On vient d'être fraudé, on vient de se faire dire qu'on est victime, donc on reçoit le texto, on le transmet. La réalité, c'est que ce qui se passe derrière, c'est que les fraudeurs sont en train d'ajouter la carte de crédit de leur victime à leur propre téléphone pour pouvoir aller faire des paiements avec. Et la dernière étape, c'est de recevoir le texto de validation de la banque. Et là, tout est ouvert. Et tout est ouvert. À partir du moment où on le transmet, tout est ouvert. Puis on pense qu'on est en train de parler avec un représentant de la banque, puis on est en train de donner les clés du royaume à un fraudeur qui, après ça, peut aller utiliser notre carte. J'ai parlé de créativité parce que il se cache beaucoup avec l'identité de l'institution bancaire. Là. Les textos semblent nous provenir. Le texto lui-même provient de l'institution bancaire. L'appel va souvent nous présenter le numéro, même le nom de l'institution, parce que c'est pas très complexe d'un point de vue technique de faire apparaître le numéro qu'on veut quand on passe un appel. Et les outils qui facilitent la fraude sont de plus en plus faciles à utiliser, de plus en plus faciles à trouver sur le web. On voit même maintenant des comptes TikTok, des comptes Instagram de fraudeurs qui expliquent, parfois en chanson, parfois en vidéo, comment commettre certaines fraudes. Okay. Qui vont donner des indications sur comment aller chercher ces outils-là, comment les utiliser. Donc, très créatif, mais surtout très efficace quand vient le temps de partager de l'information, de partager des trucs entre eux, ce qui rend ça d'autant plus difficile à arrêter puis à détecter là, pour les professionnels. C'est une prolifération. Là. Cette fraude-là, comment faire pour ne pas se faire prendre? Là? Parce qu'on a un texto de l'institution, tout semble OK. C'est quoi le premier réflexe qu'on devrait avoir? Le premier réflexe, c'est toujours de rester calme. La chose sur laquelle les fraudeurs se reposent le plus, c'est le fait qu'une fois qu'on est anxieux, une fois qu'on est stressé, on a tendance à être plus facile à manipuler, on réfléchit moins bien. Et ça, c'est vrai pour n'importe qui, n'importe quel âge. Donc, on reçoit un appel, on se fait dire qu'on est victime de fraude. Première chose, on relaxe. Deuxième chose, c'est correct de raccrocher et de rappeler son institution bancaire. Et ça, c'est probablement la chose la plus sécuritaire. C'est-à-dire que c'est bon, merci de m'aviser que je suis victime de fraude, je vous rappelle. On raccroche et on prend le numéro derrière sa carte. Et on ne prend pas le numéro qu'on nous donne au téléphone. Non, parce qu'évidemment, ils vont vouloir se faire rappeler, mais en prenant le numéro derrière la carte, là, il n'y aura pas de problème. On va vraiment parler à un agent de la fraude, à l'institution bancaire. Et à ce moment-là, on va pouvoir entrer dans une conversation avec eux. Évidemment, s'il n'y a pas eu d'appel, s'il n'y a pas eu de fraude réelle, bien, là, on est capable de leur dire que notre identité a été compromise, qu'on est victime de fraude. Ça va être plus facile de se protéger dans le futur. Mais la première chose, c'est vraiment ça. Merci de m'aviser, je raccroche, je rappelle mon institution.
ça permet de ne pas se laisser manipuler par le fraudeur. Et c'est ça qu'ils vont essayer de faire, nous garder sur la ligne, nous mettre le stress. Non, Non, je vais vous aider. Il faut faire ça vite, là, vous allez être victime rapidement, il faut transférer de l'argent, il faut me donner un code. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses. Mais vraiment, là, l'important, c'est de s'arrêter. Parce que tant qu'ils n'ont pas ce fameux code de vérification, il ne se passe rien. On raccroche, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. OK. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment obtenir cette dernière clé-là, cette dernière étape-là. Et est-ce que c'est toujours, pour cette arnaque-là, c'est toujours d'une institution financière et le truc, c'est vous êtes fait frauder? Toujours. OK. Maintenant, ce qu'ils essaient de faire peut changer. Donc, des fois, ils vont essayer d'obtenir le code, comme on a vu. Mais il y a d'autres fois où ils vont essayer de dire, surtout avec des personnes âgées, ils vont dire, écoutez, votre carte a été compromise. On va vous envoyer un agent chez vous pour récupérer la carte avec votre PIN, votre NIP, là, votre code personnel, pour la garder en sécurité. Et là, ils vont même jusqu'à aller chez les gens, chercher leur carte. Des fois, ils vont leur dire, écoutez, vos fonds sont compromis, on va transférer votre argent dans un autre compte. Donc, allez retirer l'argent. Mettez-le dans une enveloppe, dans votre boîte aux lettres, puis un agent va venir la chercher directement chez vous. Donc, il y a toutes sortes de manières, mais à toutes les fois, ils vont se faire passer pour un agent de la banque. Puis ils vont essayer de jouer un peu la carte de la crédibilité là, de l'agent de prévention des fraudes. Est-ce que c'est de l'habitude des institutions financières de faire ces interventions-là auprès de sa clientèle? Ils vont certainement vous téléphoner s'ils détectent une transaction frauduleuse. Donc, c'est un geste qui est normal. Évidemment, si votre carte a été fraudée, qu'on vous voit faire une transaction de 5 10 000 dans un magasin aux États-Unis, bien, la banque va bloquer la carte, va vouloir vérifier avec vous si vous êtes en voyage, si c'est légitime ou non. Si c'est vous ou non, okay. Exactement, parce que le but, donc, c'est quand même... les questions qu'ils posent. Ils vont quand même vouloir vous protéger. Ils vont quand même vous dire, bien, on voit cette transaction, l'avez-vous faite? Mais c'est tout. Et c'est tout. Après là, ça, c'est là que ça dépasse. Exactement. Si on commence à vous demander le nom de jeune fille de votre mère, votre date de naissance, votre NIP, si on vous demande de donner votre carte à quelqu'un, c'est là qu'il faut voir qu'il y a un problème, puis s'arrêter immédiatement. Donc, ils ne sont pas censés vous demander quoi que ce soit. Ils détiennent toutes les informations. Donc, vous ne devriez jamais donner de l'information personnelle à un représentant bancaire qui vous téléphone. Ça m'est arrivé. Ils ont fermé. Revenez nous voir. Oui. Point. Exactement. Et c'est parce qu'il n'y a aucune communication de code de vérification en arrière des cartes. L'institution ne fait pas ça. Si c'est eux qui vous téléphonent, ils savent que c'est vous. Déjà. Ils n'ont pas besoin de valider votre identité en vous envoyant un code. OK. Ça, c'est la fraude par téléphone, faux représentant, mais il y en a une multitude d'autres. Ouais. Quels sont les autres, j'aime pas dire système, mais qu'il faut se méfier? Les autres arnaques, parce qu'il y a ça, c'est téléphone, il y a nos cartes de crédit, achats en ligne. C'est même pas la pire. C'est même pas la pire fraude. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé là-dedans, ouais. là, les achats en ligne, c'était très, très problématique, tout ça. OK. La réalité, c'est que vos cartes de crédit vous protègent. Règle générale, là, si jamais c'est votre carte Visa, Mastercard, American Express qui est fraudée... Il y a une protection. Il y a une protection. OK. Les fraudeurs, de plus en plus, puis on le voit beaucoup depuis la COVID, ils vont essayer de manipuler des gens. Donc, ils vont s'attaquer directement aux individus. Ils vont exploiter la vulnérabilité humaine. Ils vont essayer de jouer des jeux d'ingénierie sociale. Donc là, ce qu'on va voir, c'est... on est sur Internet, par exemple. On est en train de regarder des vidéos et là, on voit Elon Musk ou Justin Trudeau qui nous parle d'une nouvelle opportunité d'investissement. Et là, la réalité, c'est que ce n'est pas un vrai Justin Trudeau, un vrai Elon Musk. Ce sont des hyper-trucages, donc des images de synthèse, qui nous envoient vers des fausses plateformes d'investissement. Ça, c'est très, très, très difficile à détecter pour une banque parce que ça ne passe pas par leur environnement. Donc, nous, il faut se méfier comme consommateurs. Quand on a une opportunité qui est trop belle, elle est probablement trop belle. Quand on nous promet des rendements de 15, 20, 30 sur des plateformes inconnues, bien, c'est sûr qu'il faut se méfier. Donc ça, c'est un autre modèle qui est quand même assez dangereux. Et évidemment, tout ce qui est fraude romantique. Des gens qui vont essayer de tisser des liens, soit par des applications de rencontres, mais aussi par des textos ou par Facebook, des réseaux sociaux comme ça. Ils vont essayer de construire une relation de confiance. Ils vont essayer de se faire passer pour quelqu'un qui pourrait entrer dans une relation amoureuse. Et évidemment, de fil en aiguille, plus on fait confiance, plus c'est facile de nous dire, bon, ben j'ai un problème à la maison, j'ai un enfant malade, j'aimerais ça le visiter, paie-moi mon billet d'avion. Et évidemment, plus on entre dans cette relation de confiance-là, plus c'est difficile de réaliser qu'on est manipulé, qu'on est une victime. Il y a beaucoup de honte qui est rattachée à ça. Et il y a des gens qui, même quand ils se font dire « mais vous êtes dans une relation abusive », ils refusent de le voir.
on atteint un point où on fait juste participer. Vous avez parlé tantôt, les vidéos qu'on voit, c'est pas les vraies personnes, l'intelligence artificielle, ça fait peur. Ouais. La voix, il y a eu ça, des appels, un petit-fils, besoin d'argent. Ouais. Là, la ressemblance de la voix, là, ça fait peur. Là. Comment on peut se protéger? Donc, là? ça fait peur. Ceci dit, ce que vous expliquez, la fraude grands-parents. Ouais. C'est un petit-fils, je suis en prison, j'ai eu un accident, on me demande de faire un paiement. La plupart du temps, ça se fait sans trucage de voix. Vraiment, on va tout simplement... Oh, vraiment? Oh, vraiment, oui. On va le faire avec une mauvaise ligne téléphonique. Moi, j'ai vu des gens se faire appeler en se faisant dire « J'ai eu un accident, j'ai le nez cassé. C'est pour ça que je sonne drôle. » Donc, ils se pinçaient le nez un petit peu. OK. Et c'est très difficile, ça aussi, parce Oui, qu'encore ça une fois, aussi. le stress, j'ai un petit-fils qui est dans un accident, il a besoin d'argent, il a besoin de quelque chose. La chose dont il faut se méfier, c'est que ces gens-là ont très peu d'informations. Souvent, ils vont dire « c'est ton petit-fils », mais ils ne connaissent pas le nom du petit-fils. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on dit « Ah, Charles, est-ce que c'est bien toi? » Et là, ça y est, on vient de leur donner de l'information et ils sont capables de construire une conversation qui est plus crédible. Donc, quand quelqu'un nous appelle comme ça dans une situation un peu improbable, assez abracadabrante, la même chose que pour la fraude de faux représentants. Bien, pas de problème, Je te rappelle. je te rappelle. Puis, on reprend le contrôle de la situation, on reprend le contrôle. Souvent, ce qui va arriver, ils vont dire, bien, je veux pas que tu appelles mes parents. Ils vont parler à leurs grands-parents. Je veux pas que tu appelles mes parents. Je veux que ça reste secret. Quand on nous demande de garder quelque chose secret comme ça, c'est souvent un drapeau rouge. Il faut se méfier de la conversation. OK. Quelqu'un qui est dans un accident, dans une situation critique, ne devrait pas vouloir cacher ces choses-là de sa famille proche. Mais souvent, c'est ça. On essaie de les garder dans le secret parce qu'elles sont plus faciles à manipuler dans ce temps-là. Il y a eu une période où c'était une des arnaques les plus utilisées. Est-ce que c'est encore le cas? C'est encore une arnaque utilisée. Ce qui arrive, c'est que les fraudeurs, ils ont un cycle. Ils commencent avec ça, ça fonctionne très bien. On se met à en parler dans les médias. Les gens sont sensibilisés. Ça fonctionne moins bien. Donc là, on passe aux faux représentants. Là, on parle de faux représentants aujourd'hui. J'en ai parlé beaucoup depuis 2 semaines. Dans un mois, ce sera autre chose. Ça va être Revenu Canada quand on va arriver à l'époque des impôts. Vous avez votre retour d'impôt. Je veux valider votre identité avec vous pour vous envoyer vos quelques milliers de dollars. Bien là, ça va être ça pendant quelques semaines. Puis éventuellement, ça va revenir à la fraude grands-parents. Mais vraiment, les fraudeurs ont ce don pour exploiter des tendances. Et c'est pour ça qu'on a l'impression des fois que les tendances changent, mais en réalité, elles reviennent. C'est assez cyclique. Dites-moi, il y a aussi les fameux courriels qu'on reçoit, l'hameçonnage, Oui. les rançongiciels. Oui. Ça aussi, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est encore très présent? Ça continue. Ce qu'on voit La beaucoup, fraude par du exemple, président ou quelque chose du genre? fraude là? du président. Ça, on est plus dans le milieu des affaires. On peut en parler. Disons le rançongiciel classique. Là, les gens qui reçoivent le courriel du prince nigérian ou des choses comme ça. Oui, là. Ça arrive encore. Il y a encore des gens qui se font prendre. Il ne faut jamais oublier que ces fraudeurs-là, ils écrivent à des millions de personnes chaque jour. Donc, ils ont juste besoin d'1% de victimes crédules qui vont se faire avoir pour que ça vaille la peine de continuer. Donc, ça existe encore. OK. Ce qu'on voit beaucoup plus, plutôt que d'envoyer un courriel en disant « vous êtes victime d'un virus » ou j'ai accès à des photos compromettantes », ça va être encore une fois des faux représentants. Je vous appelle, vous avez un ordinateur Microsoft, vous avez un virus, je peux le voir d'ici, je vais vous aider à régler le problème. Évidemment, ce ne sont pas des vrais employés. Ce qui arrive jamais, là, Ce qui on arrive s'entend, jamais. ça arrive Microsoft, jamais. Là. Microsoft ne peut pas voir ce qui se passe sur votre ordinateur. P1. Mais évidemment, quand on n'est pas trop confortable avec la technologie. Fraude du président, très problématique. Mais ça fait plusieurs années. On l'a vu à la Coop fédérée. Il y a eu plusieurs millions de dollars qui étaient partis il y a quelques années. Et là, on parle vraiment d'ingénierie sociale. Donc, je sais que le président de la compagnie va être en vol pendant 8 heures. Donc, pendant ces 8 heures-là, j'essaie d'appeler le chef des finances, le contrôleur, quelqu'un qui a des pouvoirs pour faire des transferts. Et là, j'essaie de le convaincre qu'il y a une transaction urgente qu'il faut compléter le plus rapidement possible. Mais c'est toujours les mêmes clés. L'urgence, le secret, il faut faire ça rapidement, la pression. Sinon, il y a un problème. Je ne peux pas prendre mon téléphone en ce moment. Appelle-moi sur un autre téléphone qu'on n'utilise pas habituellement. Puis ça, l'intelligence artificielle rend les choses plus simples pour les fraudeurs, malheureusement. C'est plus facile de générer des courriels qui ont l'air authentiques quand on le fait avec de l'IA générative. On parle beaucoup de ChatGPT qui peut avoir des conversations naturelles. Ils s'en servent. Dites-moi rapidement, moyenne des ours, Internet, comment on peut se protéger? On a entendu VPN, VPC. Comment on peut se protéger? Le VPN ne nous protège pas nécessairement. Ça aide à protéger nos informations, mais ça ne va pas nous empêcher d'être la cible d'une fraude.
il faut éviter d'aller sur des sites qu'on ne connaît pas. OK. Et c'est très facile avec Facebook de voir une nouvelle, une vidéo, quelque chose qui va nous entraîner dans une spirale. Évidemment, tenons-nous-en à des sites de nouvelles qu'on connaît, à des sites transactionnels qu'on connaît. Évitons de cliquer sur le lien d'un courriel qui nous dit d'aller sur notre banque. Hein? Si on a un lien qui nous... Cliquez ici pour aller sur Desjardins, c'est pas la bonne chose à faire. On est mieux d'aller inscrire l'adresse nous-mêmes. Je comprends. Puis peut-être le dernier truc, bien, un gestionnaire de mots de passe. Ne pas avoir le même mot de passe sur chaque site web, ça reste toujours la clé. Évidemment, parce que si on utilise le même mot de passe sur 25 sites web, bien, les fraudeurs n'ont qu'à en briser un de ces 25-là pour avoir accès à notre identité. C'est l'entrée. Ils ont les clés du royaume, puis ils vont pouvoir tout attaquer. Donc, bon gestionnaire de mots de passe. Un mot de passe différent à chaque endroit, c'est la base. Simon, on aurait pu en parler pendant un autre 15 minutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et s'il vous plaît, soyez prudents. On se revoit après la pause pour parler de l'impact de la hausse du loyer chez les aînés. De retour avec vous. Si la crise du logement touche toute la population, je peux vous dire qu'elle touche particulièrement les aînés. Selon une étude de Vieillir chez soi, les aînés sont beaucoup plus touchés que le reste de la population. Pour en discuter avec nous, je reçois Mme Huguette Plouffe. Vous êtes présidente de l'AQDR, du conseil d'administration de l'AQDR, et Nathalie Pelletier, vous êtes intervenante à l'AQDR. Bonsoir, madame. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Dites-moi, l'AQDR, quelle est l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées? Quelle est votre mission? On le voit dans le titre, là, Exactement. mais... C'est la défense des droits des aînés, mais aussi, on a beaucoup de revendications. C'est les revendications au niveau du revenu, du logement, de la santé, principalement. Mais il y a aussi en transport collectif et en environnement. Parce que les aînés sont là pour laisser un legs, en fait, à leurs enfants. Alors, c'est ça notre ensemble de nos revendications en tant que telles. Et donc, vous offrez beaucoup de services à ces personnes-là. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel genre de services vous offrez? Oui, on offre tous les services dans le sens du droit. OK. Qui veut dire même, on a créé une clinique juridique qui fait qu'on a fait un projet Nouveaux Horizons. Oui. Ils nous ont accordé. Le programme Nouveaux Horizons, oui, le programme fédéral. C'est ça. On a fait, à ce moment-là, on a eu, pendant la pandémie, une ligne téléphonique. On appelait les gens pour savoir comment ils allaient. OK. Et l'autre année d'ensuite, on a eu un autre montant d'argent. On a fait Justice en action. OK. Qui marche tout le temps. Et lors d'une visite à un autre salon des aînés d'un autre AQDR, qui est Pointe-de-l'Île, moi, j'ai rencontré une avocate. On s'est échangé nos cartes d'affaires. Et depuis, on travaille avec. OK. Et cette dame-là était présente. On a fait le salon des aînés dernièrement. Elle a une roulotte qui se promène un peu partout. Mais nous, quand on a besoin personnellement, on fixe des rendez-vous aux gens, une journée complète. On figure 1 heure pour un cas, un autre cas, mais c'est de toutes les sortes, dans le fond, d'injustices. Je comprends. Puis cette personne-là vient à la rencontre et on offre l'avis juridique gratuite. Particulièrement au logement, je présume qu'il y a beaucoup de besoins. Quelle est la situation, là, la situation peut-être de la région, les personnes aînées, le revenu qui ne bouge pas vraiment, Exactement. le logement qui monte? Problème. Quelle est la situation actuelle, là? Écoutez, c'est sûr qu'il y a à peu près 1,7 million d'aînés, donc les 65 ans et plus. Mais d'entre eux, bon, c'est sûr qu'au niveau vulnérabilité, ouais, là, c'est la moitié des aînés qui seraient plus vulnérables. Donc, l'impact de la hausse des loyers a un impact direct sur le revenu, ainsi que sur l'alimentation, la pharmacie.
payer ses médicaments aussi. Alors, les impacts sont très grands et on voit une hausse aussi au niveau de l'itinérance des personnes aînées. Il y en a un petit peu plus. De 65 et plus, il y en a beaucoup plus. Plus, on peut le remarquer, là, c'est sûr que c'est Montréal qui est plus remarquable, là, mais quand même, c'est un impact assez significatif. Ici, qui est nouveau dans notre localité, c'est les cas d'éviction. C'était ma prochaine. Il n'y a pas juste des gens qui sont plus capables de payer, ils se font mettre dehors, souvent. Carrément. Qu'est-ce qu'on voit comme cas? Des cas, exemple, des personnes qui vont se faire proposer. Exemple, un propriétaire va proposer peut-être de dire qu'ils vont faire des réparations. Fait qu'alors, ils profitent de sortir des fois la personne de chez elle ou de dire on peut offrir un montant parce qu'aujourd'hui, avec les lois comme la loi de Mme Thérèse David, qui était la loi 492, que Mme Duranceau, de la loi 65, a changé quelques modifications dans l'âge. Tu sais, à 70 ans, il y avait comme 3 conditions. Dans le fond, il fallait que la personne ait habité pendant 10 ans. De plus, il fallait que si le propriétaire offrait peut-être de dire une augmentation, elle pouvait la contester ou peut-être mettre un parent ou offrir de l'argent comptant pour dire est-ce que ça va être votre affaire de déménager? Fait qu'on voit que ces personnes-là, nous, on a défendu des cas avec ça, avec notre avocate, puis on a gagné. On a fait rembourser des places, soit même de la démolition. Il y a des endroits où on peut démolir, dans le fond, puis on remonte un autre, mais au lieu de 700, c'est 1400. C'est des prix comme ça qui fait... Les nouvelles constructions, c'est cher. Et les rénovations, vous dites donc qu'il y a certains propriétaires qui en profitent. Oui. On rénove, mais là, le prix vient d'augmenter. C'est pas mal. Oui. Il y a eu, vous l'avez dit, l'intervention de la ministre de l'Habitation. Peut-on dire qu'ils ne sont pas, le gouvernement n'est pas allé assez loin pour protéger au moins des évictions les personnes aînées? Est-ce que le gouvernement aurait pu aller plus loin pour vous protéger? C'est ça. Étant donné que le propriétaire, dans le fond, il peut dire qu'il peut mettre quelqu'un. On a vu de dire, en plus, oui, il reprenait, mais des fois pour un parent qui n'a jamais habité là. Comment on peut se protéger de ça? Ils ont baissé l'âge. La seule chose qui est positive dans ça, là, ils ont baissé l'âge de 70 à 65 ans. 65 ans. Ça, c'est... Où il y a certaines conditions. Oui, pour c'est ça. Les sessions baissent, ça, c'était pas clair. Fait que... Mais il y a toujours amélioration, là. Parce que de doubler... Moi, j'ai connu les années, sans dire mon âge, là, j'ai connu les années 70. Tantôt, on se racontait ça. Un loyer, un 3,5, exemple, c'était 65 Oui, c'est Fait qu'on part de loin quand on voit, mais quand je pense, en 32, mes parents se mariaient, qui restaient déjà en chambre, moi, je me disais, on dirait qu'on revient à cette époque-là. Je ne sais pas, vous parlez d'un 3,5, je sais pertinemment que la moyenne du prix d'un 3,5 à Montréal est au-delà de 1 500 $. Alors oui, les choses changent. Dites-moi, vous parliez tantôt du service juridique. Est-ce que il y a des services gratuits que vous offrez là-dessus? Les avis juridiques sont gratuits. OK. Oui. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de demandes, là, en défense de droit, surtout les... Mais qu'est-ce qu'on peut faire si le propriétaire veut rénover? Est-ce qu'il y a quelque chose de protection? Il devrait offrir un endroit, mettons, un hôtel. Dire, bon, pour 3 semaines, exemple, là, 15 jours, 3 semaines, on rénove. Il pourrait offrir tout simplement un lieu où la personne pourrait être là en attendant et reprendre. Mais là, ça sert à gonfler les prix, tout simplement, de dire, on double, là, on double le prix. Là. Nathalie. C'est plus 700, c'est 14. Nathalie. Oui, exactement, dans le sens que, tu sais, souvent, on change d'endroit. J'ai perdu le fil. Parce que maintenant, si on quitte notre logement,
Oui. On le sait que ça va nous coûter plus cher. Oui. Mais nous, ce qu'on fait, par exemple, étant donné qu'on est connu dans la région, Oui. il y a des OSBL, qui veut dire que si des fois une personne vient nous voir, des fois l'information vient d'ailleurs. OK. Par exemple, on travaille avec le 2-1, qui est Carrefour informationnel dans notre Du région. communautaire, là, je pense. Oui, c'est Ouais. communautaire. Ouais, Des ouais. fois, on nous dit où on reçoit de l'OMH chaque mois la liste. Fait qu'à ce moment-là, si une personne a un besoin particulier, OK. on va aller voir Vous s'il y avez a pas quelque mal chose tout, dans la là. région. Oui. Puis en même temps, on peut arriver à trouver. On a placé trois membres qu'on avait chez nous qui C'est-à-dire? étaient en difficulté. OK. Exemple, qui avaient le droit, peut-être le 25 Oui. Bon, ça, ils ont profité d'une résidence, une OSBL. Et ce qui est tout nouveau, dernièrement, il y a une OSBL qui vient de se créer. Ça s'appelle Un toit pour tous. Oui. Et c'est pas pour les prix abordables, ça va être pour des petits prix. On change le nom. Il y a des logements abordables de niveau de logements sociaux, de ce niveau-là. Oui, mais l'OSBL qui est créé dernièrement, ils viennent de mettre un conseil d'administration et ça va être à petit prix. Qui veut dire qu'ils peuvent prendre même un bâtiment qui est là, le réparer au lieu de construire tout le temps, là. C'est ça qui coûte cher, OK. là. Donc, Hein? on va avoir des nouvelles Mais- de ça bientôt, là. Oui, oui, oui. Puis moi, j'étais là quand ils ont fait la formation. Elle est déjà faite, l'organisme. Ils ont fait la C'est là, première là, ça va assemblée partir. générale a été faite. OK. Puis c'est vraiment, là, je pense que ça va être l'idéal de dire, d'un endroit peut-être, moi, j'ai été approché pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais moi, je disais une idée, économie sociale dans Gaspésie. On en parlait tantôt, Nathalie et moi. Rapidement. Ils ont pris une RPA, puis il n'y avait pas de service, il Puis n'y ils ont avait rien. construit quelque chose. Oui, Dites-moi, à QDR, vous avez un site Internet? oui. Je peux inviter les gens à voir. Absolument. Tous les services sont là et on me dit qu'ils étaient complets. Oui. Absolument. Mesdames, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous recevoir. On va inviter les gens, même pour s'informer, à Absolument. aller sur Toujours votre site, s'informer. à QDR, section L'Assomption. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Quant à nous, je vous dis merci. J'apprécie tellement votre présence. Merci à toute l'équipe, en régie, en recherche, ici en studio, qui me regardent et ils ont hâte que je termine de parler. On se voit la semaine prochaine.